Bonjour à tous, merci de me retrouver pour la correction de l'épreuve de droit public qui était proposée pour le concours de commissaire de 2025. Alors le sujet qui était proposé aux candidats portait sur: la France protège-t-elle suffisamment les libertés publiques? Un sujet particulièrement intéressant parce que à la fois ancré dans l'actualité, avec bien sûr la problématique des états d'urgence, mais qui en réalité est une question centrale en droit public et surtout très ancienne. Alors évidemment, dans un premier temps, il était tout à fait indispensable de construire une introduction solide vous permettant de dégager une problématique. L'introduction, vous le savez, elle répond à un certain nombre de passages imposés. Bien sûr, le candidat dispose d'une grande liberté quant à, je dirais, la mise en lumière de sa culture juridique, mais un certain nombre d'éléments sont indispensables. Alors bien sûr, parmi ces éléments, et nous ne le répéterons jamais suffisamment, il y a la définition des termes du sujet. Ici, la définition qui est absolument évidente, c'est celle de liberté publique. On peut s'étonner que le sujet soit relatif aux libertés publiques, puisque bien sûr, le droit public contemporain a consacré une notion de droits et libertés fondamentaux. Quelle est la différence? Les droits et libertés fondamentaux sont classiquement définis par la doctrine comme étant les droits et libertés protégés au niveau juridique le plus élevé, c'est-à-dire soit constitutionnel, soit conventionnel, puisque bien sûr on ne peut pas négliger l'apport des conventions internationales, au premier rang desquelles figure la CEDH. Le terme liberté publique, lui, est plus ancien. Il renvoie à la période de notre histoire, Troisième République, où l'on a accordé aux libertés des garanties légales. Donc, de prime abord, il peut sembler y avoir une différence entre les deux notions. En réalité, il fallait interpréter le sujet comme englobant les deux. Pas question évidemment d'exclure la protection constitutionnelle et conventionnelle des libertés, ce serait un traitement totalement archaïque, et pas question non plus de faire totalement abstraction de la garantie légale qui est attachée à certaines libertés. Ensuite, sans qu'il s'agisse d'une définition des termes du sujet, il était important de se pencher sur la notion de protection. La France protège-t-elle? On parle de la France. Donc, il faut se demander qui, en France, protège les libertés. Bien sûr, la réponse la plus évidente, c'est le juge. Mais à ce moment-là, il ne faut pas avoir une vision erronée ou étriquée du sujet et ne pas oublier un juge. Alors bien sûr, au regard de la définition des droits et libertés fondamentaux, on songe immédiatement au juge constitutionnel. Il y a évidemment l'apport de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais je crois qu'ici, il ne fallait pas intégrer dans notre plan un développement spécifique à la justice européenne. Et ce pour une raison très simple, elle est européenne. Et donc, l'apport de cette jurisprudence devait davantage être traité comme une forme d'influence, comme un facteur d'évolution dans la protection des libertés. Juge constitutionnel, juge européen, attention, il ne faut surtout pas oublier le juge ordinaire. D'abord parce que l'autorité judiciaire est traditionnellement considérée comme la garante de la liberté, et notamment de la liberté individuelle, article 66 de la Constitution, mais également parce que le juge administratif, désormais doté d'un instrument tout à fait efficace en matière de protection des libertés, c'est le référé liberté, l'article L521-2 du Code de justice administrative, avait donc lui aussi toute sa place dans notre copie. Donc qui protège? Évidemment, la réponse la plus simple, c'est le juge. Sauf que le sujet
ne parle pas de la protection juridictionnelle, il parle de la protection d'une manière générale. En conséquence de quoi, il fallait se demander s'il n'y avait pas une place dans nos développements à réserver à la protection non juridictionnelle. Et la réponse, évidemment, est positive. En effet, il y a d'autres éléments, autres que juridictionnels, permettant d'apporter aux libertés des garanties à la fois d'exercice, mais aussi d'effectivité. Alors on pense évidemment à la loi, puisque le législateur, article 34 de la Constitution, a une compétence réservée en matière de régime des libertés, ce qui est déjà un instrument de protection, puisque si le régime est prévu au niveau légal, il s'impose à l'administration. Mais bien évidemment, il ne fallait pas non plus négliger l'apport des autorités administratives indépendantes qui, sans être des juridictions, peuvent parfois être interprétées comme remplissant une fonction juridictionnelle, mais que l'on pouvait intégrer dans un développement relatif à la protection non juridictionnelle. Une fois que la définition et la délimitation du sujet étaient effectuées, il fallait commencer à donner un certain mouvement à notre copie, une forme d'angle d'attaque. Le plus évident ici, c'est de partir sur la conciliation. En effet, au niveau constitutionnel, nous en avons l'habitude, le Conseil constitutionnel concilie différents impératifs, à savoir, d'une part, les missions de l'administration, bien entendu, la protection de l'ordre public, et de l'autre côté, la garantie attachée aux droits et libertés fondamentaux. Donc, il était intéressant ici de bien envisager cette conciliation sous l'angle des différentes missions de l'administration. Pourquoi? Eh bien, parce que le traitement d'un sujet, il se fait aussi au regard d'un programme. Or, le programme de droit public pour les commissaires externes couvre l'entièreté du droit administratif. Et donc, bien sûr, il était tout à fait intéressant de se pencher sur cette conciliation à la fois au regard de la police administrative, mais également au regard du service public. Éventuellement, mais de manière succincte ici, puisque ce n'est pas l'objet du sujet. L'on pouvait définir brièvement ce qu'est la police administrative, c'est-à-dire la protection de l'ordre public, l'ensemble des autorités ayant pour finalité de protéger l'ordre public, et puis le service public, c'est-à-dire l'exécution d'une mission d'intérêt général, soit par une personne publique, soit, sous condition, par une personne privée. À ce moment-là, eh bien, on voit se dessiner la problématique du sujet, son enjeu sous-jacent. En effet, compte tenu de l'évolution des missions de l'État, et cette évolution, elle est marquée par une diversification des services publics, elle est marquée aussi par un accroissement du rôle de la police administrative, eh bien, est-ce que le développement de ces missions est en adéquation avec le développement des moyens de protection? Comprenez par là, plus l'État, la France, prend de place dans les activités, je dirais, des citoyens, des administrés, et plus les instruments de protection doivent être présents. Une fois l'introduction construite, il faut évidemment bâtir notre plan. Dans un sujet de dissertation, il n'y a jamais qu'un seul plan possible, heureusement. Mais il y avait des axes qui, me semble-t-il, étaient inappropriés. Tout d'abord, on pourrait songer à une construction autour de deux axes, positif-négatif, oui-non. D'un côté, la France protège suffisamment les libertés, d'un autre côté, grand 2, la France ne protège pas suffisamment les libertés. Bien sûr, d'une manière générale, ce type de plan peut passer.
Mais le risque, c'est de répéter plusieurs idées dans les deux parties. Puisque si l'on prend par exemple, je dirais, le rôle du Conseil constitutionnel dans la protection des libertés, on pourrait tout à la fois le positionner dans la partie positive, le contrôle s'est développé, mais également dans la partie négative, le contrôle n'est pas encore suffisant. Et donc on va répéter deux fois la même idée sous deux angles différents, thèse, antithèse, ça marche pas très bien. Deuxième écueil à éviter, se concentrer sur le contrôle de constitutionnalité. Bien sûr que, au regard de la définition des droits et libertés fondamentaux et du développement de la justice constitutionnelle, qui bien sûr est à l'origine de l'épanouissement des libertés sous la Ve République, eh bien, son rôle est absolument essentiel. Mais comme nous l'avons vu dans notre introduction, tous les juges sont impliqués, et en plus, pas seulement les juges. Donc, il était à mon avis beaucoup trop restrictif de traiter le sujet sous le seul angle du rôle de la justice constitutionnelle. Enfin, dernier écueil à éviter, c'est une vision trop, je dirais, centrée sur les états d'urgence. Bien sûr que ces dernières années, et depuis 2015, les états d'urgence ont pris de plus en plus de place. Et bien évidemment, ces régimes d'exception sont à maîtriser, a fortiori dans le cadre d'un concours de police. Ils nous fournissent certes d'excellents exemples pour montrer le rôle du juge, son renforcement, l'adaptation de la jurisprudence aux situations. Mais je ne peux pas réduire le sujet aux seuls états d'urgence. Car, fort heureusement, le déclenchement de l'état d'urgence, qu'il soit sécuritaire ou désormais sanitaire, demeure l'exception. Or, la protection des libertés, elle doit exister en toute période, qu'il y ait ou non la justification du déclenchement d'un état d'urgence. À partir de là, il peut sembler évident de partir sur un plan principe-limite. Principe-limite, c'est le genre de découpage qui peut fonctionner pour beaucoup de sujets, notamment en matière de liberté, puisque tout de même ici, l'élément central, c'est la protection des libertés. Mais encore une fois, dans la mesure où notre programme contient l'entièreté du droit administratif, et je serais même tenté de dire l'entièreté du droit public à l'exception notable des institutions de la Ve République, je pense qu'il faut adapter notre copie à ce programme et donc opter pour une vision transversale. À ce moment-là, il était possible de présenter les choses en deux parties, avec tout d'abord la conciliation entre les missions de l'administration, le rôle de la France, et la protection des libertés publiques, en prenant ici volontairement le terme liberté publique, puisque c'est celui qui figure dans notre sujet, avant de voir dans un second temps le renforcement des contrôles de l'administration face aux exigences de protection des libertés publiques. Donc, le renforcement à la fois du contrôle juridictionnel et du contrôle non juridictionnel. Voilà comment nous pouvions présenter en deux parties le traitement du sujet. Maintenant, comment remplir nos développements? Il nous faut d'abord nous pencher sur la conciliation entre les missions de l'administration et la protection des libertés publiques. Les missions de l'administration, nous les connaissons. C'est la police administrative, c'est le service public. De sorte que, ici, nous pouvions parfaitement opter pour un découpage avec, d'une part, la conciliation vis-à-vis de la police administrative et, d'autre part, la conciliation vis-à-vis du service public. Du point de vue de la police administrative, on peut raisonnablement parler d'une soumission de la police administrative face à la protection des libertés publiques. Comprenez par là, si bien évidemment le juge, notamment administratif, doit concilier l'intérêt général, la protection de l'ordre public et la garantie attachée aux libertés,
il semble bien que sa jurisprudence aille dans le sens d'un renforcement des garanties des libertés. Et ce, pour une raison très simple, c'est que le rôle de la police administrative, par définition, c'est de restreindre l'exercice des libertés. La vigilance du juge doit donc être renforcée. Cette soumission, eh bien, nous pouvons l'illustrer de deux manières différentes. À la fois, première idée, au regard du contrôle de légalité des mesures de police, mais également, deuxième idée, au regard du développement de la responsabilité de l'État du fait des opérations de police. S'agissant du contrôle de légalité, bien sûr, la jurisprudence classique est connue. Elle remonte à la très ancienne décision du 19 mai 1933 du Conseil d'État, c'est l'arrêt Benjamin. Arrêt Benjamin qui, à l'époque, avait inauguré le fameux contrôle de proportionnalité, lequel s'est développé dans la jurisprudence, les illustrations sont innombrables, jusqu'à arriver à son, je dirais, perfectionnement ultime, au paroxysme de son perfectionnement, le fameux triple examen de proportionnalité. Il était très important ici de faire valoir cette jurisprudence pour bien montrer comment le juge concilie à la fois le nécessaire exercice des pouvoirs de police qui est indispensable au maintien de l'ordre public, lequel est déjà une garantie de l'exercice des libertés. On pense évidemment à la sécurité publique, mais pas seulement. Avant, bien évidemment, de montrer le développement de ces missions avec le renforcement de la notion d'ordre public, sa dématérialisation, avec les éléments de moralité et de dignité. Et puis, de l'autre côté, donc face au développement des missions de la police administrative, de bien montrer en quoi la jurisprudence a maintenu le cap et a préservé l'exigence de respect du principe de proportionnalité. D'ailleurs, à ce titre, il n'était pas inutile d'évoquer l'influence de la jurisprudence européenne, puisque le contrôle de proportionnalité du Conseil d'État n'était pas étendu à toutes les mesures de police. D'anciennes solutions réservaient un contrôle beaucoup moins exigeant pour ce que l'on avait l'habitude d'appeler la haute police, la police des étrangers, la police des publications étrangères. Or, sous l'influence de la jurisprudence européenne, le Conseil d'État a généralisé le contrôle de proportionnalité des mesures de police, car toutes les fois où une mesure de police met en cause un droit ou une liberté garantie par la Convention, eh bien, le juge européen exige que le contrôle soit celui de proportionnalité. Quant à la responsabilité maintenant, l'une des particularités de la responsabilité de l'État du fait des opérations de police, c'est sa diversité. Diversité d'abord en matière de compétences, puisque les deux juges ordinaires, les deux ordres juridictionnels sont susceptibles d'intervenir, le juge judiciaire en matière de dommages causés par les opérations de police judiciaire, le juge administratif en matière de dommages causés par les opérations de police administrative. Ce n'était pas l'enjeu du sujet. L'autre élément de diversité, c'est la multiplication des régimes. Car en effet, petit à petit, notamment sous l'influence de la jurisprudence du Conseil d'État, eh bien, le juge a consacré différents régimes de responsabilité compte tenu de la nature de l'opération, en faisant notamment coexister tout aussi bien la responsabilité pour faute que la responsabilité sans faute. D'ailleurs, à ce titre, il était possible de prendre un exemple issu de l'état d'urgence sécuritaire avec l'avis du Conseil d'État de 2016 Napol sur la responsabilité de l'État du fait des perquisitions administratives. Maintenant, parmi les différentes illustrations possibles,
on pouvait songer, en écho au mouvement des Gilets jaunes, eh bien, à la responsabilité de l'État du fait des attroupements et rassemblements, d'une manière générale, à l'encadrement des manifestations par la police administrative. Et à ce moment-là, il était tout à fait possible eh bien, d'introduire la problématique du lanceur de balles de défense. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes dans le cadre d'un concours de police, et donc il est tout à fait utile, intéressant pour ne pas dire indispensable, d'avoir aussi quelques applications, quelques illustrations pratiques et propres au corps, bien sûr, que l'on souhaite intégrer. Dans un deuxième temps maintenant, il fallait se pencher sur l'autre mission essentielle de l'administration de la France, pour reprendre le mot du sujet, c'est le service public. À ce moment-là, on ne peut plus vraiment parler de soumission. Pourquoi? Parce que le service public, il présente deux facettes. Il est à la fois le lieu de l'épanouissement des libertés. Mais d'un autre côté, son bon fonctionnement nécessite une adaptation du régime des libertés afin de ne pas nuire à celui-ci. Donc, plus qu'une soumission, c'est davantage une coexistence, une conciliation qu'il fallait mettre en avant. Deux idées ici. Première idée, le bon fonctionnement du service public justifie certaines atteintes aux libertés. Je dis bien certaines. Mais là, on parlera d'atteinte. Alors, le service public, bien que support de l'exercice des libertés, et donc à ce titre contribuant, bien évidemment, non pas à sa protection, mais à son plein exercice, peut nécessiter que l'on y apporte quelques restrictions. Alors on pense évidemment ici à la neutralité de l'agent. La neutralité de l'agent, c'est évidemment une obligation qui pèse sur les agents du service public. On pense bien sûr à l'avis du Conseil d'État de 2000, Demoiselle Marteau, et qui interdit la manifestation de toute conviction, aussi bien religieuse que politique. C'est la neutralité. Il se trouve qu'aujourd'hui, l'exigence de laïcité, et non plus seulement de neutralité, peut également peser sur les usagers du service public. On pense évidemment à la loi du 15 mars 2004 sur l'interdiction des signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse à l'école, ce qui permettait évidemment de mettre en avant un élément d'actualité sur la délicate interprétation de ces signes avec la question du port de l'abaya. Deuxième idée maintenant. Au-delà des restrictions, le service public doit aussi adapter son fonctionnement afin cette fois-ci de protéger les libertés. Alors de ce point de vue-là, nous songeons évidemment à deux protections principales, sans pour autant être exhaustif. C'est la protection d'abord du principe d'égalité. La conception que nous avons en France du principe d'égalité, et notamment du principe d'égalité des usagers devant le service public, c'est un principe qui autorise la différenciation de traitement. En effet, l'égalité purement formelle signifie que tout le monde doit être traité de la même manière. Mais cette conception du principe d'égalité, en fait, ne permet pas de prendre en compte la situation spécifique, notamment de certains usagers. C'est la raison pour laquelle, et selon la jurisprudence classique du Conseil d'État notamment de 1974, Desnoyers et Schork, il est possible de traiter différemment les personnes placées dans une situation objectivement différente. Le service sait s'adapter. Au passage, on rappellera que la jurisprudence du Conseil d'État, mais également du Conseil constitutionnel, permet de déroger à ce principe d'égalité lorsque l'intérêt général le justifie. Le principe d'égalité n'est pas le seul en cause. Il y a aussi la liberté de conscience, la liberté de religion. En effet, si nous avons pu évoquer dans le développement précédent que
au regard des principes de neutralité et de laïcité, il était possible d'apporter des restrictions à la liberté de religion, notamment, principalement plutôt, à la libre expression de ses convictions religieuses, eh bien, il ne faut pas oublier que le service public, c'est aussi s'adapter à ces nécessités. Alors, bien sûr, il y a la question des menus de substitution, qui sont possibles dans le milieu scolaire, qui le sont également dans les prisons. Là aussi, il est intéressant d'avoir dans nos illustrations quelque chose en lien avec le milieu carcéral. En effet, le Conseil d'État, tout en ne reconnaissant qu'une obligation de moyens à l'égard de l'administration carcérale dans la fourniture de ces menus de substitution, reconnaît également la nécessité de prévoir de tels menus à certaines périodes, notamment au moment des périodes de fêtes religieuses, dans la mesure où certains détenus ne sont pas en mesure financièrement de pouvoir se fournir une alimentation conforme aux prescriptions de leur religion. Donc, on le voit, si le service public nécessite des restrictions, il sait aussi s'adapter. Difficile ici de faire totalement abstraction de la question du burkini dans les piscines municipales. Et sur ce point, eh bien, le Conseil d'État se montre là aussi plutôt protecteur, puisque s'il estime que l'autorisation du burkini dans les piscines municipales porte atteinte au fonctionnement du service public, en ce qu'il crée une différenciation non conforme à ses exigences entre les usagers, il ne dit pas pour autant que le port de ce signe met en cause le principe de neutralité, puisque ici le principe de neutralité ne s'impose qu'aux agents. On le voit, même si la jurisprudence est parfois d'une grande subtilité, elle est toujours en quête d'un équilibre. Dans un deuxième temps maintenant, il fallait envisager le renforcement des contrôles de l'administration face aux exigences de protection des libertés publiques. Il faut toujours avoir un mouvement dans notre plan. Renforcement ou au contraire, diminution. Bien sûr, l'état du droit va plutôt dans le sens d'un renforcement. Or, de ce point de vue-là, eh bien, nous pouvons évoquer une protection renforcée grâce à la complétude du contrôle juridictionnel de constitutionnalité, ou si vous préférez, la protection assurée par la complétude du contrôle de constitutionnalité. C'est peut-être plus juste que juridictionnel, même si avec la QPC, le Conseil constitutionnel eh bien, a une porte d'entrée dans le procès. Alors, j'ai expliqué dans les remarques préalables et introductives qu'il ne fallait pas concentrer la copie sur le seul contrôle de constitutionnalité. Il ne faut pas pour autant en faire totalement abstraction. Le rôle de la justice constitutionnelle est évidemment primordial en la matière, ne serait-ce que parce qu'il garantit une protection, y compris à l'égard de la loi. À ce moment-là, eh bien, il fallait dans un premier temps rappeler le rôle du contrôle a priori, mais tout en se montrant un petit peu critique. En effet, le contrôle a priori, on peut dire qu'il a une compétence limitée. Son rôle est limité. Bien sûr, il y a eu le développement spectaculaire dans les années 70, que j'appelle moi le tournant des années 70, avec aussi bien la décision de 71 qui reconnaît la valeur constitutionnelle du bloc, c'est-à-dire du préambule, mais également, à ne jamais oublier, la révision constitutionnelle de 1974 qui, en ouvrant la saisine aux parlementaires, permet à l'opposition de saisir le Conseil constitutionnel et entraîne ipso facto une multiplication des contrôles. Maintenant, la justice constitutionnelle, et en dépit de ce tournant spectaculaire, eh bien, elle présentait une certaine fragilité. Le contrôle a priori, il a deux faiblesses. D'abord, il est facultatif. Car même si
les autorités de saisine ont été élargies par la révision de 74 que nous rappelions juste à l'instant, il n'en demeure pas moins que toutes les lois ne passent pas devant le Conseil constitutionnel. Deuxième problème, une fois le contrôle effectué, et s'il y a lieu, celui-ci ne se fait en principe qu'avant la promulgation de la loi, tant et si bien qu'une fois promulguée, il n'est plus possible de contrôler cette loi. Or, il est tout à fait possible qu'une loi, de par l'usage que l'on en fait, de par la pratique, puisse se révéler inconstitutionnelle, puisque vous comprenez bien que le contrôle a priori, c'est un contrôle in abstracto. Or, parfois, la protection des libertés suppose un contrôle in concreto. C'est la raison pour laquelle, bien sûr, il était nécessaire que le droit français consacre un élargissement du contrôle. Cet élargissement du contrôle, bien sûr, c'est la QPC. La QPC, c'est une réforme dont la nécessité, je dirais, a été reconnue de longue date. Bien sûr, elle repose sur la révision du 23 juillet 2008, mais en réalité, dès la fin des années 80, on révèle les faiblesses du contrôle a priori, et donc on met en avant la nécessité d'une complétude des contrôles. Alors, désormais, et depuis son entrée en vigueur le 1er mars 2010, la QPC vient assurer cette complétude et offre évidemment des garanties supplémentaires. On pouvait évidemment se montrer un petit peu critique sur le fonctionnement de la QPC. Oui, c'est un progrès, au passage qualifié par le Conseil d'État en 2020 de progrès de l'état de droit, mais pour autant, le mécanisme de la QPC, qui repose sur le filtrage des juridictions ordinaires, eh bien, n'est peut-être pas parfait. Alors, qu'est-ce qui lui manque? Eh bien, principalement, le fait que le Conseil constitutionnel ne puisse pas lui-même se saisir d'une QPC. Il doit s'en remettre aux juridictions ordinaires quant à l'appréciation de l'une des conditions de transmission, c'est-à-dire soit le caractère nouveau, soit le caractère sérieux de la question. Et donc on retrouve ici la crainte que pouvait avoir l'ancien président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, à savoir que le filtre se transforme en bouchon. On n'était pas obligé d'avoir cette approche critique. Maintenant, à côté de ce contrôle constitutionnel, il y a un développement d'autres modes de protection. Alors, cette protection, elle est renforcée, d'abord, par le rôle du juge ordinaire, et enfin, par le développement d'un contrôle non juridictionnel. S'agissant du rôle du juge ordinaire, il fallait évidemment se concentrer sur le rôle de la juridiction administrative. Pourquoi? Eh bien parce que le rôle de l'autorité judiciaire, il est historique. Donc, il n'illustre pas un renforcement. Et longtemps, la protection des libertés a été une justification d'une dérogation à la répartition normale des compétences. Comprenez par là, on érigeait l'autorité judiciaire en gardienne des libertés au détriment de la compétence du juge administratif. Cette hypertrophie de la compétence judiciaire, que ce soit en matière de liberté individuelle, que ce soit en matière de propriété privée, que ce soit en matière de voie de fait, était essentiellement justifiée par l'incapacité du juge administratif d'offrir aux libertés un niveau de protection satisfaisant. Et ce, notamment, parce que celui-ci n'était pas doté de procédures d'urgence. Avec la loi du 30 juin 2000, le Conseil d'État bénéficie aujourd'hui de telles procédures, et notamment le référé liberté, même si il n'était pas complètement inutile d'évoquer le référé suspension. Mais c'est bien sûr le référé liberté qui offre l'illustration la plus intéressante. Or, ici, eh bien, nous pouvons illustrer son efficacité avec les états d'urgence, notamment sécuritaires, puisque nous avons pu le voir, nous avons pu le constater dans la jurisprudence tant administrative que constitutionnelle,
eh bien, que le Conseil d'État était, grâce au référé liberté, parfaitement en mesure d'offrir aux personnes assignées à résidence une voie de recours totalement satisfaisante, que ce soit au regard du contrôle exercé par le juge, contrôle de proportionnalité, que ce soit au regard de l'adaptation de sa jurisprudence, présomption de la condition d'urgence, que ce soit encore au regard du délai de décision rendue par le juge, maximum 48 heures. Enfin, et pour terminer, il était intéressant d'évoquer le développement de garanties non juridictionnelles. Alors bien sûr, historiquement, le rôle de la loi. Car si en 1958, il y a bien eu une séparation entre les domaines de la loi et du règlement, le législateur continue de bénéficier, au travers de l'article 34, d'une compétence relativement importante pour les matières les plus sensibles, bien évidemment, le régime des libertés. Or, la garantie légale, qui permet en fait de caractériser la notion de liberté publique, écho au sujet, eh bien, c'est déjà une forme de protection, puisque cela met le régime de cette liberté à l'abri de tout acte administratif, puisqu'on lui donne une garantie de nature législative. Enfin, et c'était, je crois, intéressant de terminer par là, le développement des autorités administratives indépendantes. Il est vrai qu'aujourd'hui, la tendance est plutôt à regrouper les autorités administratives indépendantes, donc plutôt à en limiter le nombre, mais certainement pas la fonction. Que l'on songe bien sûr au rôle essentiel de cette autorité qui est constitutionnelle, le défenseur des droits, que l'on songe également dans, les évolutions plus récentes de notre droit positif, avec la création de la HATVP, Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Et donc on voit ici que le rôle des AI, non pas le nombre, puisqu'on cherche plutôt à les regrouper, mais le rôle des AI est de plus en plus important. Et bien sûr, parmi leurs missions, il y a la protection des libertés. Voilà comment nous pouvions construire, traiter notre sujet et avoir une éventuelle ouverture sur ce que pourraient être les futures autres garanties accordées aux libertés. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de droit public.